Bonsoir tout le monde. Mister Mariko est là. Les autres, je pense qu'ils vont se connecter maintenant. Bonsoir. Bonsoir, Mister Dolo. Vous allez Oui, bien? comment ça va, merci. Bon. Moi, j'ai un peu de peine avec cette application-là. Ah. Donc, Maintenant, je pense que ça marche. Oui, ça marche maintenant. La réunion a déjà commencé ou... On va commencer tout de suite. D'accord. Et à qui ai-je l'honneur? Parce que je ne vois pas. Konaté Moussa Seydou, le DG de l'entreprise Zuluma Industrie. D'accord. Bon. Romantique parce que des fois, le Malien est susceptible en fait à quelques trucs là. Bon, des éclaircissements s'imposent tout le temps dans ce pays parce que qu'on a là, le manque de respect se sent directement quoi. Effectivement. Voilà. Bon, il n'y a même pas de besoin de voilà. C'est quelque chose de normal. C'est juste que là, nous, on s'est senti vraiment frustré et visé par les propos de notre camarade d'aujourd'hui. Bon, parce qu'en nous disant, en fait, il a prononcé une phrase que vraiment, moi, je n'ai pas pu laisser passer. Quoi. Quand il dit que allait donner à la cabane et en quelque sorte, il est obligé de suivre jusqu'à la fin. Comme si, en fait, il est emprisonné par ses 5 000 francs. Mais moi, je me suis dit que vraiment, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment pas la peine. On va juste lui rendre ça. On n'aurait pas souhaité avoir à faire ça. Non, rien à dire. Rien à dire. Là, hein, moi, je ne comprends pas vraiment la réaction des gens, mais avec quelque chose, mais Mali, quoi. Exactement. Donc, là, on va commencer. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir tout le monde encore. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moussa Seydou Konaté. Je vais mettre la caméra vite fait. La caméra souvent peut faire en sorte que vidéo qu'a Soumaya. Donc, à cause de ça, je vais l'enlever après. Alors, aujourd'hui, c'est la troisième séance, la troisième et dernière séance. Et enchanté de vous rencontrer encore. Alors, maintenant, je vais l'enlever pour que la connexion soit rapide. Aujourd'hui, la troisième étiquette, je pense que vous l'avez déjà vue. Elle parlera de caille, de pintade, d'autruche, de canard, de pigeon, de dindon, des équipements et des applications de gestion. Qui doit... Moi, je ne suis pas vétérinaire, je ne vais pas m'aviser à parler de cela. Bonsoir. Nos amis éleveurs. Bonsoir. Monsieur Sylvie. Bonsoir. Allô, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci beaucoup. Ma connexion ne marche pas beaucoup aujourd'hui. Mieux vaut enlever la vidéo. C'est M. Soutera? Oui. Soutera, est-ce que tu peux enlever ta vidéo? Je pense qu'on peut tous se tutoyer. Tutoyer-moi, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais désactiver tout de suite. Voilà, si tu désactives la vidéo, ça va être mieux, quoi. Ok, merci. Donc, maintenant... Maintenant. Ok. Ok. C'est quand même moi qui l'ai caché. HP, c'est toi, n'est-ce pas? Canal caché. Bien, c'est Bafi. Veuillez s'il vous plaît désactiver vos micros, comme ça on va mieux s'entendre. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de voilà, les trucs que je viens de citer. Je recommence. Caille, canard, pigeon,
documentation et santé animale. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dans les discussions avant de passer la parole à M. Koulibaly Bouna, qui est un spécialiste des cailles. C'est peut-être sa branche la plus importante au niveau de la ferme Aminata Sarr. Maintenant, avant de lui passer la parole, moi, j'aurais voulu, en fait, vous parler d'une entreprise aujourd'hui. Dans le domaine de l'aviculture, je ne sais pas si certains font des recherches à l'international. Je ne sais pas si certains font des recherches à l'international. Ceux qui en font ont sûrement entendu parler d'une entreprise qui s'appelle... Allô, vous m'entendez? D'une entreprise qui s'appelle Tyson Food. Tyson Food, c'est une multinationale Si on vous entend. américaine. Et c'est la plus grosse entreprise dans le domaine de l'aviculture du monde. En 2020, ils avaient 139 000 employés. Et avec 139 000 employés, Tu peux écrire le nom de l'entreprise, le nom de l'entreprise, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais écrire. Avec 139 000 employés, ils ont réalisé, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous allez y croire, 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Maintenant, nous qui ne sommes pas milliardaires en dollars, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Et je vais vous donner une illustration. Je vais vous donner une illustration comme ça, peut-être ça va vous aider à mieux comprendre. Vous voyez le Mali avec 20 millions d'habitants. Le Sénégal avec 16 millions d'habitants. La Mauritanie avec 6 millions d'habitants, 6 à 7 millions d'habitants. Nous sommes environ 40 millions d'habitants. Et en tant que 40 millions d'habitants, nous réalisons ensemble, quand on travaille une année, quand on travaille tous une année, on réalise à peu près le même chiffre d'affaires que cette entreprise. Nous, ensemble, nous sommes à 47 milliards de dollars environ, selon les chiffres. Bien sûr que si on ajoute l'informel à ça, on va aller au-delà de ça. Mais selon les chiffres, nous sommes autour de 47 milliards de dollars ensemble. Mali, Mauritanie, Sénégal. Et ces gars, avec moins de 200 000 personnes, ils sont à 43 milliards de dollars. À peu près à quel point est-ce que c'est balèze. C'est une entreprise qui existe depuis 86 ans. Maintenant, ces gars, quand tu regardes leur histoire, le monsieur, il a commencé tout petit. Tout petit. Quand je dis tout petit, mais vraiment tout petit, quoi. Après ça. C'est un monsieur qui s'appelle John W. Tyson. Il déménage avec sa famille à Arkansas, aux États-Unis. Et c'est au centre des États-Unis. Et il commence à livrer du poulet. Même en 1963, l'entreprise était créée. Et aujourd'hui, voilà là où ils en sont. Première entreprise du monde dans ce domaine. Les micros, s'il vous plaît. Donc maintenant, quand on regarde le degré de réalisation qu'ils ont, ça ne doit pas être forcément... Votre micro, s'il vous plaît. HP. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mokombe shema ora ina ka mokombe shema ora ina ka uju désactiver kono. Anga malano.
Ok, il me semble qu'il a déjà. Ah, non, c'est Bouna. Merci. Ok, Bouna, je sais que tu es en train de faire ta livraison de poussins, mais on va te déranger durant cette soirée. Alors, Attends, Bouna Kelengele Nero. Ah, c'est Bouna hier, Koulibaly. je suis en pleine livraison. Il est en pleine livraison. Bouna, s'il te plaît, ferme ton audio juste quelques minutes avant qu'on te passe la parole. Ok. D'accord. Maintenant, comme je disais, Titan Food, pour arriver à ce niveau-là, oui, c'est vrai, c'est le marché américain. Oui, c'est vrai, on parle de la première puissance mondiale. Mais nous sommes la CEDEAO. Les États-Unis ont 380 millions environ de personnes. Nous avons environ 400 millions de personnes. Ils ont des revenus beaucoup plus hauts que les nôtres. Nous avons des revenus beaucoup moindres. Ils ont commencé il y a beaucoup plus longtemps que nous. Être un État, on a commencé il y a seulement 60 ans. Mais on doit comprendre que en se donnant la main, on peut y arriver. Aujourd'hui, ces entreprises qu'on appelle des multinationales, c'est des entreprises publiques. Pourquoi on les appelle publiques? Parce qu'elles sont représentées dans la bourse. Quand tu es représenté dans la bourse, toute la population mondiale peut prendre son argent, ses économies, et mettre dans ta caisse en se disant que cette entreprise-là, elle est suivie par la bourse. Et dès qu'il y a un quelconque changement, la bourse réagit. Dès qu'il y a un danger, la bourse me dit, l'argent qu'ils ont là, faire fructifier. Peut-être que au lieu de fructifier, ça va tomber. Tu as la possibilité de reprendre ton argent. Ces pays ont pu mettre en place des systèmes pareils. Nous, aujourd'hui, on a une seule bourse, la bourse régionale. En essayant de créer entre nous-mêmes la confiance, on va arriver à pouvoir créer des systèmes pareils. Aujourd'hui, ce dont on souffre en Afrique, plus que tout, en tant que jeunes entrepreneurs, c'est quoi? C'est le problème d'accès au capital. Maintenant, quand on regarde ce problème d'accès au capital, l'argent est là. On a des millionnaires, des milliardaires qui ont des sommes en banque, qui ne savent pas quoi en faire. La rémunération que la banque leur fait, à cause de leur religion, ils n'utilisent même pas ça. Alors que nous, au Wari, nous sommes avec la tête tranquille, en se disant que nous, a dit M. Doloma, M. Doloka Shamara Kenai, M. Doloka entreprise est suivie par un mécanisme qui les informe de l'évolution de son entreprise et qui impose à M. Dolo des règles de l'entreprise à l'État. M. Dolo n'avait acheté avec appel d'offres de la passé. M. Dolo n'avait vendu avec transparence. Ni au système Souskira, qu'est-ce qui va arriver? Ces personnes-là, au lieu de mettre leur argent à la banque, qui sera rémunéré par une somme qu'ils ne vont pas toucher, ils vont aller donner leur argent à M. Dolo. On n'a pas ça à l'entreprise-là. Parce que c'est suivi et parce qu'ils ont confiance. Maintenant, nous, on n'a pas ce système-là aujourd'hui. Comment arriver à mettre en place ce système-là? Nous, notre génération-là, on nous dit, malgré le fait qu'on ait donné, on a un peu vu le monde. Aminata Conté, excuse-moi, je suis en train de mélanger avec le Bambara. Nous, jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, qui avons un peu vu le monde, qui avons un peu compris du monde, voyons ce qui se passe ailleurs, on peut y arriver. Mais ça passe par quoi? L'organisation. D'abord, l'organisation. Et l'imposition sur nous-mêmes de standards. Si on parvient à imposer ces standards-là, vous allez avoir que ce problème-là, ça va être un ancien problème, le problème du financement. Donc, ce qu'on va avoir devant nous, c'est le fait de créer des idées. Tant que les idées sont là, on va évoluer. Donc maintenant, je vais passer la parole à Bouna pour qu'il commence à parler des étiquettes. Et ensuite, normalement, oui. S'il vous Oui. plaît, avant de donner la parole à Bouna, moi j'aimerais savoir, parce que vous avez cité les genres de poulets, les pentades, les trucs, Oui. les genres de volailles, Oui. disons.
Mais on n'avait pas Oui. parlé des chair. Est-ce que ceux qui font le chair peuvent participer parce que c'est ma première fois Bien sûr. Maintenant, on participer va à te votre. partager tout de suite. Regarde, maintenant, tu es sur le groupe HP. Tu es sur le groupe WhatsApp, Oui, oui. le groupe qui s'appelle Concours. OK. Sur le groupe Concours, je vais partager avec toi les trois Oui, étiquettes. OK? Maintenant, les trois d'accord. étiquettes, c'est les semaines, Oui, les formations qu'on a faites auparavant. Dans ces formations-là, il y avait le oui. poulet de chair. OK? Et tu auras l'occasion de Donc voir ça, ces c'est bien. vidéos-là sur notre page YouTube. OK? Donc, le D'accord. poulet de chair, bien sûr que le poulet de chair a été évoqué. Le poulet de chair, c'est le produit le mieux connu de l'agriculture dans notre pays. Donc, le Oui, poulet de chair, il était dans la première formation. Pondeuse et poulet d'accord. de chair. D'accord. Donc, quand tu regardes les trois étiquettes maintenant, tu parviendras à voir toutes les filières de l'agriculture qui sont touchées. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est sur la troisième Ok, étiquette. merci. La troisième étiquette, c'est là-bas qu'il y a le caille Santana. Donc, nous, on est à toi. Ok, salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, je me présente, c'est Bouna Philippe Bouvali. Je suis promoteur de la ferme Aminata Sarr. Donc, quelques-uns nous connaissent. On évolue surtout dans le domaine de l'agriculture et plus précisément, on est spécialisé dans la production des cailles. Donc, les cailles, beaucoup de gens ne connaissent pas la caille. La caille, c'est un petit oiseau qui a la taille d'un pigeon et qui ressemble beaucoup plus à la perdrix. Donc, la caille, on l'élève généralement pour deux produits, on va dire. La viande de caille et les œufs de caille. Les œufs de caille sont beaucoup plus connus parce qu'elles ont des vertus thérapeutiques. Donc, elles peuvent soigner plusieurs maladies comme les tensions artérielles, le diabète, les maladies allergiques, l'asthme, les problèmes d'ulcères et tout. On utilise les œufs de caille dans ces traitements-là. Donc, la caille ici au Mali, c'est quelque chose, ça date pas d'aujourd'hui. L'élevage a commencé depuis peut-être plus d'une dizaine d'années. À un moment donné, en 2012-2013, il y avait eu vraiment un boom par rapport à l'élevage des cailles. Tout le monde élevait des cailles. Il y avait des cailles dans toutes les familles. Parce que là, c'était à la mode. Les gens disaient les œufs de caille, ça peut soigner toutes les maladies. Donc, vous savez, l'état de notre pays, quand on dit on peut gagner quelque chose dans quelque chose, donc tout le monde s'y met. Et tout le monde s'est mis à l'élevage des cailles, dans l'élevage des cailles. Et là, c'était surtout pour la production d'œufs. Et parce que là, l'œuf de caille était vendu à 500 francs l'œuf. Donc, sur une alvéole, on pouvait avoir 15 000 francs. Donc là, tout le monde s'est lancé dans l'élevage des cailles. Et finalement, à un moment donné, tous ceux qui devaient acheter les œufs de caille sont devenus producteurs d'œufs de caille. Et là, il n'y avait plus personne qui allait acheter les œufs de caille. Et là, finalement, il y a eu une surproduction, on va dire. Et les gens ont commencé à abandonner. Ils ont dit finalement, on gagne rien en produit, on ne parvient pas à vendre. Les gens ont lâché. Et là, complètement, la caille a commencé à disparaître. Et moi, en soi, je peux dire que j'ai repris l'exploitation des cailles en 2016, mais là, sous un autre angle. Et là, surtout, je me suis focalisé sur la production de viande de caille. Parce que les gens ne faisaient que les œufs en soi. Parce que la caille même coûtait trop cher. On pouvait vendre une caille jusqu'à 6 000 francs unité. Donc, on n'osait pas acheter un oiseau de la taille d'un pigeon pour manger à 6 000 francs. Donc, moi, ma politique, après avoir fait mes calculs et après avoir vu des gens qui élèvent des cailles en Turquie et qui vendent l'unité Donc là, j'ai décidé de produire de la viande de caille et de ramener le prix à 1 000 francs unité. Et c'est ainsi que je me suis lancé dedans. Et ça, ce qui m'a vraiment encouragé dedans, c'est parce que la caille, je dirais, c'est l'oiseau le plus rapide en termes de reproduction
Et c'est un oiseau très résistant. On peut l'élever sans avoir beaucoup de place, dans une petite chambre, dans un balcon. On peut l'élever, avoir des œufs, avoir des poussins, et vraiment facile à élever. Donc là, je me suis lancé et j'ai dit, bon, l'idée c'est quoi? Si je parviens à produire une centaine de cahiers que je vends à 1000 francs, ça me fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs par mois, cash. Et il n'y a pas de problème, ça se vend d'un seul. De là, si je parviens à produire 500 fois 1000, ça me fait 500 000 francs par mois. Si j'en fais 1000, ça me fait 1 million par mois. Si j'en fais 10 000, j'ai 10 millions par mois. Et si j'en fais encore 100 000, ça me fait 100 millions par mois. Donc, j'ai dit là, ça, c'est un projet vraiment qu'on doit essayer d'élaborer, se lancer dans ça. Donc, c'est ainsi que je me suis lancé. Et j'ai commencé à inciter les gens à faire des publications, viande de caille, tout, appeler les gens à consommer. Et alhamdoulilah, vraiment, le système, il a fonctionné. Les gens se sont mis et il y a d'autres éleveurs aussi qui viennent, qui veulent se lancer. Je dis, il n'y a aucun souci. Et souvent, quand ils ont des problèmes de vente, ils viennent me voir. Et ensuite, je fais la distribution, je fais la vente. Donc, c'est ainsi qu'on a mis en place ce système. Mais l'important de la chose, c'est vraiment de voir que à partir de petites choses qui sont négligées, on peut créer vraiment des business très fiables. Et là, il y a vraiment je dirais aujourd'hui, c'est des centaines de jeunes qui gagnent vraiment dans ça. Beaucoup de jeunes vendent des œufs de caille, viande de caille, tout. Parce que même ceux qui viennent souvent qui ont des difficultés pour l'écoulement, je dis, bon, tu n'es pas obligé de passer par moi. Parce que quand tu passes par moi, je suis obligé d'acheter à un prix un peu plus bas que le prix sur le marché. Donc, ce que moi je propose, déjà fais ton abattage, nettoie correctement tes cailles. Déjà commence à parler à tes proches, tes tontons bien placés ou encore tu as un voisin qui est aisé et tout. Va lui proposer, ah tonton, j'ai 10 cailles aujourd'hui, fraîchement abattues, ça fait 10 000 francs. Ah, il va acheter une fois, il va bien apprécier. Les cailles braisées ou les cailles bien frites, c'est vraiment très intéressant. Et c'est l'une des meilleures viandes de volaille aussi. Hein. C'est pas comparable au poulet. Si vous mangez les cailles, je vous assure, vous allez oublier le poulet complètement. Donc, c'est ainsi qu'on a essayé de développer cette filière. Et c'est une filière qui a beaucoup d'avenir. Et il y a toujours du travail à faire côté communication parce que beaucoup de gens restent vraiment intouchés ou qui ne connaissent pas ce produit. Donc, le travail continue. On se dit, c'est un truc, c'est pas du jour au lendemain. C'est sur 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Par exemple, il y a une société française qui fait plus d'1 million et plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les cailles par an. Une société nommée Kailor qui est en France et qui ravitaille toute l'Europe. Et surtout, le point de la société, c'est qu'il y a plusieurs éleveurs. C'est peut-être 200, une centaine d'éleveurs qui sont tous producteurs et qui sont affiliés à Kailor, qui ravitaillent Kailor. Il y a d'autres qui s'occupent de l'abattage, d'autres qui font l'aliment, d'autres qui font les recherches sur la génétique, c'est-à-dire améliorer la qualité des cailles, avoir des cailles qui ont une croissance plus rapide ou avoir des cailles qui pondent beaucoup plus d'œufs. Donc, en gros, c'est un peu ça, l'histoire des cailles. Et comme je le dis, ceux qui veulent se lancer dans l'élevage des cailles, on peut commencer avec même 10 cailles. Les cailles, elles pondent tellement, une seule femelle caille peut pondre jusqu'à 300 œufs l'année. Imaginez un peu. Et quand la caille pond, quand on met l'œuf dans la machine pendant 16 jours, un œuf de poulet, ça fait 21 jours dans la machine. Mais un œuf de caille, ça fait 16 jours. Donc là, déjà, il y a 5 jours de différence. Ensuite, la caille, les cailletos ou la caille poussin quand elle sort de la machine, déjà au bout de 45 jours, elle peut commencer à faire des œufs. Alors qu'une poule, les poules les plus rapides, c'est au bout de 4 mois qu'elle commence à pondre des œufs. Donc vous voyez comment elle peut se multiplier. Et déjà avec une dizaine de cailles, on peut avoir par mois jusqu'à peut-être dans les 240 œufs. Et avec une bonne machine, déjà, on peut avoir plus de 200 poussins. Et là, directement, au bout de 6 mois, vous avez plus de 1000 cailles. Donc, en gros, pour les cailles, c'est un peu ça. Donc, Monsieur Konaté, je ne sais pas si directement on va essayer de passer à certaines questions.
Oui, je pense qu'on va essayer de faire comme ça cette fois. S'il y a des Voilà, questions je crois concernant que les cahiers, on va directement prendre des questions, les répondre et on passe. S'il n'y en a pas, on va passer aussi directement. Pour ne pas voilà, prendre. s'il y a des Il y a en questions semaine. par rapport à ceux qui veulent plus d'infos par rapport au cas. Oui, moi j'ai des questions. Je voulais savoir, bonjour, moi c'est Aminata Conté, et je voulais savoir les cailles, est-ce qu'on peut les avec les poulets? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble? Oui, elles peuvent cohabiter avec les poulets, mais là, les cages, généralement, on les met dans des cages. Donc, si vous voulez, à l'angle du poulailler ou même sur un petit coin du poulailler, vous pouvez installer des cages et puis mettre vos cailles dedans. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. De rien. Bonsoir, monsieur Dolo. Ouais, Bouna, ça va, calme. C'est comme Alhamdulillah. Et en fait, bon, mais dis-moi, tu as dit que dans Oui. l'intervention, que ceux qui produisent en fait la caille, tu rachètes avec eux. Exactement. Est-ce qu'il y a un contrat qui te lie à ce temps-là ou bien que... Actuellement, ce n'est pas sous forme de contrat. Ok. Parce que vu que tu connais le marché malien, Si, bien la vie. souvent il y a des ruptures. Donc, si on s'engage d'une manière pour ne pas fausser, bon, donc on essaie toujours de chercher des issues parce que souvent il y a des périodes où nous-mêmes, souvent on a des difficultés dans l'écoulement, on a des stocks qui restent. Donc, quand on a des problèmes comme ça, souvent on peut limiter les achats. On propose des solutions aux clients pour l'écoulement. Tu dois prendre des cailles en fait avec quelqu'un qui généralement. Oui. J'ai pas compris. Si tu dois prendre des cailles avec des gens, généralement tu le prends à combien quoi? Et côté prix, je le prends à 850. 850. Ok. Oui, 850. Je le prends à 850. Généralement, vu que nous, en norme d'abattage, on abat les cailles de minimum 200 grammes. Okay. Et 200 grammes avec des cailles de bonne souche, on peut les obtenir déjà à 35 jours d'élevage. Ben, on verra après. On verra. Merci. Donc, on a laissé le lien de la ferme Aminata Sarr, sa page Facebook, qui a, tenez-vous bien, 21 000 likes. Donc, c'est pas de la rigolade. Et vous pouvez prendre contact avec lui. Donc, je pense qu'on peut continuer sur les autres filières. D'accord, ok. Donc, là, comme deuxième filière, on avait les pintades. Ça, c'est l'oiseau de Dolo. Donc, les pintades aussi, je crois que tout le monde connaît les pintades déjà. C'est vraiment un secteur qui reste, on dira, tout développé ici. Parce que toujours là, on n'a vraiment pas de gros producteurs par rapport à ça. On a quand même eu quelques petits changements ces derniers temps avec l'apparition des pintades de chair qui viennent souvent en quantité, ce qui permet aux gens d'avoir peut-être 2000, 3000 pintades d'un seul coup pour l'engraissement. Sinon, d'habitude, c'est une volaille qui est villageoise, on va dire. Elle ne pond que pendant l'hivernage. Et donc, c'est sur ces 3 mois qu'on a des œufs de pintade. Les villageois, ils ont l'habitude de mettre les œufs de pintade sous les poules. Et là, ils obtiennent des pintades qu'ensuite ils revendent. Ils font grandir et qu'ils vendent. Il y a d'autres aussi qui récupèrent des pintades en brousse ou qui vont les chasser. Parce que initialement, la pintade, c'est une oiseau vraiment purement africaine. On la retrouve toujours à l'état sauvage ici. Et ensuite, en deuxième point, les Français sont les premiers producteurs de pintade au monde. Et elles ont eu, c'est quelque chose qui me fait toujours rire. Et elles ont eu les souches ici, et elles les ont travaillées. Ils ont vraiment, comment dire, sélectionné les meilleurs. Et aujourd'hui, on peut avoir des pintades qui déjà, au bout de 3 mois, ont 2 kilos de poids. Et là, ensuite, par rapport à nous, nos pintades locales, il faut au moins 6 mois pour avoir peut-être 1 kg, 1 kg 500. Donc, vous voyez un peu l'écart. Et là, c'est une pintade, un oiseau quand même qui reste un peu difficile côté comportement.
Elle a toujours ce côté un peu sauvage. Et ensuite, les pentados aussi sont un peu compliqués pour l'élevage et demandent beaucoup plus d'exigences que les autres volailles qu'on a, comme les poulets autres. Donc, de ce fait, beaucoup de gens ont des difficultés. Et là, c'est quelque chose vraiment, on doit essayer de pousser les recherches par rapport à ça pour essayer d'avoir une production beaucoup plus importante et pouvoir satisfaire le marché. La Côte d'Ivoire seulement, quelqu'un me disait l'autre jour que la Côte d'Ivoire seulement importe aux environs de 20 milliards de francs CFA de pintade du Burkina chaque année. Donc, imaginez un peu le potentiel. Et là, si on parvient vraiment à se concentrer sur ça, que des éleveurs se spécialisent dans ça et qu'ils aillent vraiment vers une production industrielle. Et ensuite, la pintade, certains disent que la pintade ne pond que pendant l'hivernage, ou bien il faut arroser les pintades. En soi, les pintades pondent toute l'année. C'est juste une question d'alimentation. Quand elles ont suffisamment d'aliments, elles peuvent pondre toute l'année. Donc, en gros, c'est un peu ça ce que j'avais à dire. Donc, s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Oui, bonjour, c'est Aminata Quentin encore. Je voulais savoir si les œufs des pintades, on peut les mettre dans les mêmes couveuses que les œufs des poules. Donc, oui, exactement, on peut les mettre dans les mêmes couveuses. Ce sont les mêmes températures. Sauf qu'à l'éclosion, il faut avoir l'humidité un peu plus élevée que les œufs de poule. Et en plus de ça, les œufs de pintade, c'est 25-26 jours, alors que les œufs de poule, c'est 21 jours. Ok, merci. Ah, Madame Conte est la seule participante, ou bien où sont les autres? Ou les autres sont des professionnels dans tout ça là? Y a-t-il d'autres questions? Bouna. Oui, monsieur Delo. Oui. Bon, c'est pas une question, c'est juste que j'aimerais apporter quelques éclaircissements. Bon, pas éclaircissements, mais pas vraiment. Moi, je pense que si on arrive bien à s'organiser au Mali, vu le nombre de pentados qui est produit dans notre pays pendant l'hivernage, je pense que ça excède le million. Je pense qu'il y a moyen aussi qu'on essaie d'exporter, tu vois, ou de donner une valeur sûre à la pentade. Mais sauf que dans notre pays, là, il y a beaucoup d'éleveurs de dimanche. Voilà. Une réalité. Hein. Quand on imagine le nombre de pentados qui sont produits en l'hivernage, mais je dirais que peut-être même pas 30% sont commercialisés à l'état adulte. Alors donc, Par rapport à la il y a pintade, j'ai cette une question. Oui. Maintenant, la filière pintade, quand on regarde, on voit que le prix il est drôlement plus cher que le poulet. Et côté goût, je ne sais pas, je pense que le goût est assez subjectif, mais moi je pense que le goût du poulet ne vaut pas celui de la pintade. Et je sais que toi, à ton niveau, tu fais des pintades normales et des pintades de chair. Maintenant, entre ces deux-là, est-ce qu'il y a un rapport prix qui est pesant? Si oui, c'est dû à quoi? Donc là, ce rapport prix, il est pesant, oui. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au délai d'élevage, au temps d'élevage. Parce que là, les pintades locales, certes, elles consomment moins, mais il faut peut-être attendre 6 mois avant de pouvoir vendre correctement. Alors que les pintades de chair, déjà au bout de 2 mois et quelques, on peut les commercialiser. Et c'est le même poids. Je vois. Donc, à cause de la race. Exactement. La race a été améliorée. C'est comme le poulet de chair et puis le poulet bicyclette. Donc, à cause de ça, nous autres, on ne peut pas trop manger la pintade.
C'est dommage. Général, Bon, ça seulement, général, il faut au moins avoir 5000 quand même. je tiens à ajouter quelque chose aussi. Oui, monsieur Delo, allez-y. En fait, généralement, un pentado local est produit à 450-500. Bon, il y en a qui vendent à 600, d'autres à 750. La pentade de chair limitée, je pense que c'est entre 1250 et 1500. Déjà là, il y a la différence. Si tu ajoutes le coût de l'alimentation, du chauffage, de l'entretien qu'ils doivent subir, il y a un grand fossé qui est là. Et c'est normal que la pentade de chair coûte plus cher parce que déjà, au prix de départ, il y a 1000 francs de différence. Et comme vous n'allez ajouter, le temps d'élevage est court. Voilà. Effectivement, c'est un aspect. Mais sinon, d'un autre côté, souvent, les gens calculent un peu mal la chose. En soi, les pentades de chair, ça coûte moins cher que les pentades locales. Mais souvent, les gens ne font pas le rapport. Par exemple, une fois, j'ai fait l'exemple. Moi, j'avais des pentades que je vendais à 8000 francs. Mais là, les pentades sur la balance faisaient 1,9 kg. Ensuite, j'ai fait, par curiosité, je suis allé au marché. J'ai demandé des pentades de 3500. J'en ai acheté une. Je suis venu, je l'ai abattue, nettoyée, vidée comme l'autre. Et puis, je l'ai mis sur la balance. J'ai eu 500 grammes pour une pentade de 3500. Et de l'autre côté, j'avais 1,9 kg à 8000 francs. Et c'est pratiquement 4 fois le poids. Alors que quand je fais 3500 fois 4, ça me fait 14 000 francs. Donc, peut-être pour avoir le même poids en pentade de chair et en pentade locale, il me faut 14 000 francs. Il me faut acheter 4 pentades. Donc, vous voyez un peu la différence. Et là, il y avait pratiquement 6 000 francs de différence. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui, monsieur Delo. Bon, en fait, notre pays là, on est figé en fait sur l'aspect visuel de la chose, l'habitude qu'on a de la chose. Pour appuyer ce que tu viens de dire, je suis dans l'agriculture. Bon, l'élevage, je le fais à côté. Quand je produis ma tomate, c'est que j'amène la tomate à la maison. Quand je dis de vendre la tomate le kilo à 500 francs, il y a des dames qui ne veulent pas acheter parce que à tout le monde n'est pas consommé parce qu'avec manani, au lieu de gagner le monde à rassembler manani, comme on a la réussite. Avec le temps, je dis que si bon, mal là, même si tu dis aux gens c'est une pentade de 4 kilos, coûte 8000 francs. Une pentade de 0,5 kg coûte 3500. Le malin va te dire que ouais, comptez ce que Wagilen est le woro du Kamikele. Bon, ça tue le business parce que les gens sont habitués et les gens sont une routine pas commun. Et c'est vraiment difficile à changer. Non, tu as parfaitement raison. C'est vraiment une mentalité aussi qui paralyse un peu certaines couches, on va dire, ou bien certains créneaux. C'est pourquoi souvent il faut s'adapter. Et finalement, la leçon que moi j'ai eue, c'est de vendre mes pentades déjà à 1 kg. Déjà à 1 mois et demi, j'ai 1 kg carcasse. Je vends la pentade à 4000 francs et c'est fini, quoi. Et je me casse plus la tête. Alors, donc, s'il y a d'autres questions. Vas-y, Aminata. Désolée, je crois que j'ai une mauvaise connexion parce que ça n'arrête pas de couper. Je ne sais pas si... Du coup, Non, je pense que tu peux continuer s'il n'y a pas de question. D'accord. Pardon. Oui, allez-y, Madame Aminata. Oui, pardon. Moi, je voulais juste savoir comment on fait la différence entre une pentade de chair et une pentade locale. Bon, là, la différence, il faut, c'est d'apparence surtout. Côté couleur, bon, ça dépend parce que là, couleur, il y a certaines pentades locales quand même qui ont la même couleur que les pentades de chair. Mais on le reconnaît par le gabarit, surtout à l'âge adulte.
Mais il faut vraiment être dedans pour reconnaître, je dirais. Et bon, généralement, les pintades blanches ne sont pas des pintades de chair. Ce sont les pintades tachetées qui sont des chairs. À l'âge adulte, quand même, on les reconnaît facilement, même par la tête ou par vraiment la taille. C'est un peu ça, mais il faut voir pour... Il faut qu'on vous explique devant des pintades. OK. Merci. OK, de rien. Bouna, Oui, monsieur Delo. bon, du coup, moi, ça m'amène à poser une question là. En fait, quand on regarde chez nos frères ivoiriens là, ils te parlent de pintade galore. Bon, Oui. j'ai l'impression qu'ils disent que c'est la pintade de chair. Et bah, dans ces pintades galore là, tu as des pintades de couleur blanche. Bon, je ne sais pas si c'est un amalgame ou bien. Voilà quoi. Bon, je dirais qu'à ce niveau, il y a souvent de petits mélanges parce que j'ai des éleveurs qui ont reçu des pintados de la Côte d'Ivoire. Souvent, il y a beaucoup plus qui font des métissages. Ok. Bon, ensuite, ce qui est le nom Galore, en fait, l'une des plus grosses sociétés qui produit les pintades en France, c'est la société Galore. Okay. Et c'est l'une des premières à avoir peut-être produit les pintades de chair. Okay. Et d'où le nom pintade Galore. Donc, ils ont vraiment fait beaucoup de recherches côté génétique sur les pintades. Et c'est là que Bonsoir, ça a pris le nom. Bonsoir. Bonsoir. Et moi, je voulais juste savoir, c'est-à-dire, est-ce que prophylaxie des pintades et chair, c'est les mêmes? Et les prophylaxies sont un peu différentes. Il y a quelques petites différences dedans. Okay. Et côté alimentation, ici, on n'a pas d'aliment spécial pour les pintades. Donc, de ce fait, on utilise l'aliment, le même aliment que chez les poulets de chair. Oui. Bouna, est-ce que tu peux nous proposer pour les une cailles. bonne Bouna, Oui, monsieur Dolo, je n'ai pas compris la question. est-ce que tu as une bonne prophylaxe pour nous? Pour les Oui, on pintades? peut essayer de voir ça. Peut-être je vais essayer de joindre le groupe et puis voir un programme de suivi pour les pentados. Ok. Je peux vous établir ça, Inch'Allah. Parce que moi, j'ai 500. Et ce qui est vraiment très important chez les pentados, c'est d'abord la chaleur. Si, ça c'est sûr. Parce que les pentados ne supportent pas le froid. Donc ça, c'est le premier point à veiller Bouna, sur lequel. Bouna, je veux que tu répètes que les pintades ne supportent pas le froid. Il y a quelqu'un Les pentados sont très frileux. Ils ne supportent pas le froid, ils ne supportent pas la faim. La faim aussi, ça les fatigue beaucoup. Donc là, ils sont moins résistants que les poulets par rapport à ça. Mais on peut arrêter de les chauffer au-delà de combien de mois? Non, pas, ça ne vaut pas un mois. Déjà au bout de 2 semaines, 3 semaines maximum. 2 semaines en tout cas, déjà là, ça trouve que le plumage est déjà bien démarré, quoi. Ok. Oh. Merci, Bouna. Ok, de rien. Merci à vous. Donc, y a-t-il d'autres questions ou bien on passe au second sujet? Allô? Donc, y a-t-il d'autres questions? Alors, j'espère que vous êtes tous là quand même. Oui. Donc là, je crois qu'on va continuer alors. Alors voilà, donc le topic qui suit, c'est par rapport aux autruches. Là, on aurait dû faire appel
mon cousin Moussa Kouma. C'est le super spécialiste en fait. On va quand même effleurer le sujet par rapport à certains aspects. Effectivement, il y a quelques spécialistes qui sont disponibles. Donc, par rapport à ces sujets-là, par exemple, concernant l'équipement, on avait voulu qu'il y ait un spécialiste concernant la santé animale, la même chose. Et concernant les applications, j'espère que M. Tembiné sera disponible. Ce n'est pas sûr à 100% pour l'instant. D'accord. Donc là, on peut poursuivre comment on fait. Si, on continue avec toi. Pour les spécialistes qui ne seront pas disponibles, on va leur demander de faire un petit résumé qu'on va publier sur le groupe. Et les uns et les autres auront l'opportunité de lire par rapport à ça. Cette troisième séance, on ne va pas trop la faire éterniser parce que déjà, on est en semaine et il est 22h14. Effectivement. Donc là, est-ce que là, si c'est possible, je vais essayer de se mettre directement en contact avec mon cousin Moussa. Donc, pour qu'il puisse faire un petit résumé sur les autruches. Je crois que là, ce sera beaucoup plus riche que moi. Parce que vu que moi, c'est théoriquement que je peux parler des autruches, mais je vais pratiquer ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire ça. Il n'y a aucun souci. D'accord, ok. Ok, ça marche. Donc, ensuite, ce qui suit, c'est les canards. Ça, c'est un topic que j'aime beaucoup. Parce que là, je peux dire que c'est l'un des projets sur lesquels je suis actuellement. Et j'ai beaucoup confiance en ce secteur. Je me dis que c'est un créneau qui est un peu comme la caille, qui n'a pas été développé, qui est un peu négligé. Alors que c'est l'une des portes de sortie. Souvent, je dirais que tu puisses même peut-être battre le poulet. Donc, en soi, la canard ici aussi, elle n'est pas élevée de façon industrielle. Je n'en connais pas qui le font. C'est généralement les passionnés peut-être qui en ont plusieurs variétés. Il y a plusieurs espèces de canards. Elle est élevée soit pour la viande ou soit pour les œufs. Bon, ici, c'est surtout pour la viande. Dans d'autres pays, comme l'Asie, surtout les œufs de canard sont produits en grande quantité. Donc, il y a des races de canards qui peuvent prendre jusqu'à 280 œufs l'année. Et donc, là, imaginez un peu. Et côté viande aussi, c'est vraiment une volaille qui est très productive. Il y a de ces races de canards qui, déjà, en 70 jours ou en 42 jours, peuvent vous donner jusqu'à 3 kg de viande. Et là, c'est un domaine auquel j'ai confiance parce que le canard est beaucoup plus résistant que la poule. Et là, côté production aussi, on a quand même un petit souci pour le moment. Et là, c'est vraiment le point qu'on cherche à maîtriser. C'est au niveau de l'éclosion artificielle. Parce que les œufs de canard, c'est un peu compliqué que les œufs de poule. Donc, on essaie de chercher les vraies techniques. On essaie de prendre conseil avec des éleveurs en Europe et tout pour pouvoir maîtriser cela. Parce que là, les cantons, ça demande moins de problèmes, mais moins de suivi. Il y a moins de vaccination, moins de produits vétérinaires, même côté chaleur aussi. Et là, la nourriture aussi, les canards, elles mangent tout. Elles mangent tout, elles grandissent vite, elles produisent beaucoup plus de viande que les poules. La viande aussi est de très bonne qualité. Donc là, je crois que dans les mois à venir, Inch'Allah, on va commencer à parler de ça. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Bon, je crois que moi je suis un peu en retard pour ce soir. Hein. Bonsoir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on est là. Voilà, donc là, s'il y a déjà des questions pour savoir dans quel sens on va aller, ceux qui sont peut-être intéressés par les canards et tout. Donc, en soi, l'opportunité qu'il y a derrière l'élevage des canards, c'est que déjà avec des cannes de bonne race, des cannes qui peuvent produire jusqu'à 200 œufs l'année, si quelqu'un qui maîtrise l'éclosion, déjà avec une dizaine de cannes, on peut avoir jusqu'à 2000 œufs l'année. Et sur ces 2000 œufs, avec un bon taux, si on a 1500 cannes qu'on parvient à engraisser jusqu'à âge adulte, déjà qu'avec un millier de canards,
c'est vendu en moyenne entre 5 000 et 7 500. On peut avoir de 5 millions jusqu'à 7 millions 500 de chiffre d'affaires. Donc, imaginez un peu le potentiel. Et ça, c'est juste avec une dizaine de cannes dans sa petite cour. Et aussi avoir une petite couveuse. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y, madame Aminata. Je voulais savoir où on peut trouver des couveuses solaires de préférence. Ok, donc les couveuses solaires, actuellement, il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de personnes qui les font de façon artisanale ici, sur place. Donc, peut-être après, on pourra vous donner des numéros des gens qui le font. Sinon, nous, à la ferme aussi, on en commercialise. Les couveuses solaires, que ce soit importé ou fabriqué localement. Bah oui, ça m'intéresserait, oui, s'il vous plaît. D'accord, Inch'Allah. Donc, je vous transmettrai les contacts. Oui, parce que j'ai acheté 4 pintades et elles commencent à faire des œufs, en fait. D'accord. Oui, monsieur Delors. Voilà. Dis-moi, un Oui. canton, généralement, je pense qu'on ne commercialise pas au Mali, mais on peut le trouver à partir de combien? De bonne race. Bon, à un moment donné, il y a Werebou qui avait amené des canards mulards. Ok, mais ils ne se reproduisent pas. Non, eux, ce sont des hybrides qui ne se reproduisent pas. Mais généralement, les canards colverts, on peut peut-être avoir les cantons entre 1000 et 2000 francs unité. Souvent, il y a certains qui en vendent. Mais c'est commercialisé pour le foie ou c'est commercialisé pour la viande ou pour les œufs, en fait? Non, la viande surprise. Le foie gras, c'est un marché. Si tu dis au Malien foie gras, il ne va rien comprendre. Là, c'est la viande d'abord. Même la viande, il y a beaucoup de travail à faire parce que quand tu dis canard, les gens disent que c'est sale. Quand tu abats, il faut accrocher, il faut suspendre pendant 7 jours avant de pouvoir manger. Tout, tu vois. Ouais, et ma femme Donc, vient il y a me beaucoup de dire préjugés. qu'elle était canard Hein? sur coiffeur. Voilà, c'est ça. Qu'elle était canard sur coiffeur. Et alors que ton a au gland, c'est incroyable, quoi. Mais bon, faut dire. C'est ça. Faut dire. Bon. Bonsoir. M. Bouna, Oui, bonsoir. est-ce que le canard là est apprécié au marché? Voilà, c'est là maintenant, il faut travailler sur la mentalité des gens. Ceux qui n'aiment pas, tu le forces à goûter, ou bien tu prépares, tu viens, il va goûter. Je sais que si tu lui fais du bon canard laqué, qu'il goûte une fois, il ne va plus dire non au canard. Ok. Mais c'est destiné, il faut vraiment... Hein? Non, je vous écoute. Vous dites? Oui, je dis, il faut vraiment travailler sur ça. Il faut faire beaucoup de marketing pour ça, pour que les gens puissent s'habituer à un nouveau produit. Ok. Merci, j'ai compris. Merci. Donc là, M. Konaté. Monsieur Konaté. Et moi, j'aurais voulu demander 10 minutes à toute l'audience, juste le temps de prier, vu que je suis en brousse là derrière Sanankorova. Je voulais prier rapidement et puis je reprends la route et puis je suis avec vous. Je pense que ça va convenir à tout le monde, non? De prendre une pause de 10 minutes. D'accord, donc on t'entend. Ok, d'accord, merci. Le modérateur. Oui. Ok. Donc, entre-temps, s'il y a des questions. Bon, je vois que moi, je suis là. Il est là. Il y a beaucoup de participants ce soir. Au début de la réunion, vu qu'on a une petite discussion, moi, j'aimerais que tu te présentes de vive voix, que tu actives ta caméra, que tu te présentes, tu présentes ton entreprise pour que Morogan voilà.
Ok, Parce que moi, je connais au moins 2 personnes qui te connaissent. Donc, on a donné ma galère. Parce que je sais que n'est pas ok, il y a ok. Abdallah aussi, qui est en Côte d'Ivoire. Je pense que tu dois le connaître aussi. Oui, oui. Bon, Doucouré. voilà, moi, j'ai été rassuré. Je sais que tu n'es pas une personne fictive. Ok. Donc, voilà quoi. Maintenant, moi, je veux que tu rassures les autres. Ok, il n'y a pas Et de problème. tu essaies d'expliquer aux gens comment ça va se passer, le concours là, Ok. non. Parce qu'il y en a qui ont avancé une thèse. Il y a quelqu'un qui a avancé une thèse aujourd'hui. Ah, si on doit répondre aux questions sur Internet, ça veut dire que les réponses ne seront pas conformes parce que d'obsécado, il y en a qui répondent là. C'est très important et c'est vrai. Mhm. Voilà, donc il faut essayer de tenir compte de tout ça. Et tu te présentes, tu me dis comment tu comptes faire les épreuves de ton concours. Il y a une épreuve Ok, théorique, c'est la pratique et tout. Il va y avoir ok. Il n'y a pas de problème. Maintenant, au tout début, j'étais assez disponible. J'avais ouvert ma caméra à un moment, mais là, ça va être un peu compliqué. Je vais le faire de manière vive comme ça. Peut-être dans peu de temps, je vais réouvrir la caméra. Maintenant, moi, je suis Konaté Moussa Seydou. Je suis ingénieur industriel de formation. J'ai fait une partie de mes études en Turquie. Je suis revenu au Mali en 2014 et mon entreprise, j'ai commencé à la bâtir en 2015, on va dire, de manière pratique. Mais de manière théorique, depuis 2011-12, j'avais commencé à faire mes recherches. L'agriculture, l'agriculture, l'élevage en général et la transformation des produits agricoles, c'était quelque chose qui me fascinait depuis à bas âge. C'est-à-dire quand j'étais au lycée, je me rappelle encore, je pense que c'est à ce moment que ça avait commencé. Je me disais que nous, si on est le deuxième cheptel de la CEDEAO, derrière le Nigeria, ce grand cheptel-là, si ça ne nous sert à rien, c'est parce qu'on ne transforme pas les produits. Donc, quand j'étais encore à l'université, quand je revenais à chaque fois pendant les vacances, j'étais dans les recherches. Là-bas aussi, en Turquie, j'étais dans les recherches. Je suis allé au fin fond de la Turquie, dans les villages, pour visiter des usines qui font de la transformation, qui font les découpes de poulets et tout. J'ai visité, je me rappelle, par exemple, en 2012, si je ne me trompe pas, une usine qui s'appelle Air Pilic. Si vous voulez, je peux mettre le nom. Donc, c'est une entreprise qui fait par jour, à l'époque, quand moi je partais leur rendre visite, ils faisaient 180 000 poulets par jour. C'est-à-dire 18 000 poulets étaient égorgés à l'heure. Et j'ai vécu ce truc-là. J'ai visité de fond en comble leur usine. Et je n'étais pas surpris de voir comment est-ce qu'ils avaient mis en place les moyens de maîtriser le coût du produit final. Et le poulet, malgré que la Turquie, c'est 80 millions d'habitants, le poulet, c'est la nourriture du citoyen lambda, quoi. Pendant que chez nous, c'est quelque chose de luxueux. Donc moi, ces questions-là, ça me tracasse. Et vers les années 2012-2013, j'ai pris la décision de m'intéresser à 4 premiers produits. Je me suis dit que ça va être ma première quête. Le premier produit, c'est la viande de poulet. Le deuxième produit, les œufs. Le troisième produit, la viande rouge. Et le quatrième produit, le lait. Ces 4 produits et leur transformation. Les autres produits dérivés de cela. C'est ça qui m'a motivé à venir dans ce secteur-là. Et quand je suis venu, en 2015, j'ai d'abord commencé par les œufs. Vers fin 2015, début 2016. Et c'est en 2016 qu'on a commencé à commercialiser dans le sens propre du terme. On a commencé avec des œufs. Au tout début, on a commencé avec une partie de la commercialisation des œufs qui n'existait pas au Mali. Comme je le dis et comme je suis en train de le répéter, moi, les filières, les métiers de l'aviculture, sachant à quel point ils sont nombreux, quand je vois les gens se chamailler sur une partie de la chose, et comme Bouna l'avait expliqué, venir saturer un marché pendant qu'il y a
sans autres qui sont libres, c'est agaçant. C'est l'une des raisons principales qui m'ont poussé à me dire que je dois mettre en place dans cette communauté ouest-africaine, c'est-à-dire toute la CEDEAO, un institut de formation sur les métiers de l'agriculture. C'est-à-dire que si cet institut voit le jour, et j'espère que très bientôt il verra le jour, les gens vont voir que, dans cette filière avicole-là, plus tard peut-être agricole, il y a plusieurs métiers auxquels on peut s'intéresser. Et chacun avec son petit budget et son temps limité, surtout le temps limité, on peut transformer un franc en 3, 4 ou 5 durant un cycle. Donc moi, je me suis intéressé à quelle partie de la production ou de la transformation des œufs, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est le fait de nettoyer les œufs, les emballer et les vendre avec ma marque. C'était la première fois au Mali que l'entreprise vendait des œufs qui ont une marque. Donc moi, j'ai pris l'initiative, je suis allé voir les structures étatiques qui sont supposées donner les autorisations pour ça, puisque c'est une transformation de produits. Et ces structures-là n'avaient pas de moyens, n'avaient pas de données par rapport à ça. Et on m'a juste dit vraiment commence ton travail. Et plus tard, quand d'autres personnes vont commencer à s'y intéresser, tu vas voir que l'État va peut-être t'approcher toi pour que toi tu expliques maintenant les normes et ils vont essayer de mettre des normes. Il n'y avait pas de normes par rapport à ça. Parce que ça n'existe juste pas. Les gens, durant 50, 60 ans, ont consommé des œufs sales, des œufs avec de la fiente. Donc, quand on a commencé à emballer, à nettoyer d'abord, ensuite emballer et proposer des alvéoles de 20, de 15, de 12, de 10, de 8. J'avais une taille XL et une taille L. Ça a fait quelque chose. Ça a résonné. Ceux qui étaient au Mali et qui achètent surtout, je vais le dire, dans les supermarchés. Au tout début, c'était ma première cible. Les gens qui achetaient dans les supermarchés et tout, les œufs, ça a donné un grand son. Et nous, on est passé rapidement de 18 000 francs environ de vente par semaine, je crois, à 600 000 francs de vente par semaine. Donc, c'était incroyable. Et on a percé dedans, on a continué. Moi, en commençant, je savais très bien que dès que ça va commencer à prendre, beaucoup d'autres personnes vont s'y intéresser. Et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je le dis. Après moi, il y a environ 10 entreprises qui ont commencé à faire les œufs emballés de cette manière-là. Ça, c'est une grande fierté. C'est-à-dire que moi, l'objectif que je voulais atteindre, c'est faire en sorte que le Malien puisse avoir des œufs propres. Et en ayant environ une dizaine d'entreprises qui font la même chose, bien sûr qu'il y a sa propre clientèle aussi. Et moi, je continue sur ma clientèle. Ça fait que beaucoup d'autres Maliens parviennent à avoir accès à ce produit-là, qui est quelque chose de normal, mais qui n'était pas disponible sur le marché. Donc, à côté des œufs, directement après peut-être 1 an, je crois, ou un peu moins, je ne me rappelle plus, on a commencé le poulet. Et le poulet aussi, ce qu'on voulait faire, c'était la découpe. Il y avait déjà le poulet qui était commercialisé, le poulet égorgé et dépecé était déjà commercialisé par nos 3 grands abattoirs, à savoir ACI 2000, Hippodrome et Al de Bamako. Eux, ils commercialisaient déjà le poulet déjà abattu et dépecé. Donc, à côté de ces gens, moi, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire. J'ai vu que la découpe était une nécessité. Et la découpe est le moyen le plus efficace que je pourrais utiliser pour faire baisser les prix des pièces de poulet jusqu'à ce que ça atteigne la capacité de la bourse de nos citoyens. C'était ça mon objectif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, avant que le nom de l'entreprise ne soit Uluma, le nom de l'entreprise c'était Wixal. En anglais, Why is chicken still a luxury? C'était ça en fait. Et Wixal, ça allait bien résonner si j'étais dans un
milieu anglophone. Mais dans un milieu francophone, tu parles de nourriture et le nom de ton entreprise, ça se termine par salle, qui en français fait référence à quelque chose qui n'est pas trop propre. Je me suis dit que ça va être compliqué. Et c'est comme ça qu'on a évolué vers Oulouma. Oulouma, c'est le nom de mon village maternel. Il est situé à Caille. C'est un petit village très vert. Et j'espère un jour pouvoir organiser une grande excursion sur le village. Il est superbement intéressant. Donc, on a mis le nom Oulouma et l'entreprise a évolué de 2016 à 2019. En 2019, après notre troisième exercice, nous étions à 71 millions de chiffres d'affaires. Pour vous dire à quel point c'est allé vite. Alhamdulillah, on a continué à nous battre. En 2019, avant la crise de Covid, nous, on avait peut-être 6 mois avant la crise de Covid, on avait pris la décision de changer de paradigme. C'est-à-dire que au lieu que notre grande clientèle soit basée sur les restaurants, sur les supermarchés, et que eux, ils doivent revendre nos produits à une population qui est malheureusement séparée de nous par un intermédiaire, on s'est dit que ça va être mieux pour nous d'aller directement vers nos populations. Donc, on a investi dans le marketing sur notre page Facebook et on a, surtout sur la page Facebook et sur les autres réseaux, on a beaucoup investi, on a recruté du personnel de qualité et on est arrivé à nous créer un réseau de vente de cette manière-là. Et à travers ce réseau de vente, on est arrivé à faire une balance. Et justement, quand on est arrivé à faire la balance, il y a eu la crise de Covid qui a détruit le tourisme dans le monde et les restaurants, les hôtels, quand eux, ils fermaient à cause du fait que voilà, il y avait des restrictions étatiques qui étaient sur elles. Nous, on a pu continuer à vendre parce qu'on avait pris cette décision-là. Et alhamdulillah, on a continué. Et maintenant, après 5 ans d'activité, moi, étant toujours dans la même quête de rendre le prix du poulet beaucoup moindre, on a commencé à faire des sachets de poulet. Et ces sachets de poulet-là, c'est des pièces de poulet cuisses, ailes, dos, poitrine et tout, qu'on découpe parce qu'on s'est assez bien équipé. Salam Notre alaikum. abattoir. Donc là, je suis de retour. Alaikum salam. Bon, je vais juste finir ça rapidement. Qu'on découpe les pièces de poulet, là, quand on les découpe, on a fait des sachets. Et avec ces sachets-là, on est arrivé à peser les différentes pièces, chacun par rapport à sa masse et son prix. On est arrivé à faire des sachets, tenez-vous bien, de 300 francs, de 400 francs, de 500 francs, de 600, 750, 1000 francs. Et notre siège, il est dans un quartier propre. C'est Kalabankura qui est sur la codification, mais communément, c'est Savalibou qu'on dit. À Savalibou, les gens n'ont pas de grands revenus. Mais à Savalibou, nous, on parvient à faire notre chiffre. Parce qu'on a une boutique sur le site. Donc, moi, en voyant cela, je me suis dit que je suis sur le chemin correct. C'est-à-dire que la population, elle a besoin de manger du poulet. Elle veut manger du poulet. Elle ne parvient pas à acheter le poulet. Pourquoi? Parce que c'était le poulet entier qu'on lui proposait. Et nous, avec la découpe, qui a pu se muer dans nos petits sachets Oulouma, qui sont descendus jusqu'au niveau de 300, 400 francs, on est arrivé à joindre les réalités que le Malien lambda vit. C'est-à-dire que le vieux qui sort de la mosquée, j'ai été témoin de cela, qui vient et qui demande à ce qu'on lui vende du poulet pour 400 francs, qui ramène ça à la maison pour qu'on lui fasse cela. La dame qui veut faire quelque chose pour son mari, mais la bourse n'y est pas. Elle a 1000 francs. Elle veut faire quelque chose de rapide pour son mari qui est revenu du travail. Elle parvient à venir à acheter une cuisse, des condiments et à partir cuisiner. Elle fait sa soupe ou elle fait sa sauce. Elle mélange avec des pâtes ou bien du riz et ça leur fait un repas avec du poulet. Maintenant, nous, c'est surtout cette révolution-là qu'on a essayé de faire. Faire en sorte que le citoyen lambda, quelle que soit sa bourse, puisse avoir accès au poulet. Maintenant, dans cette dynamique, on est arrivé à faire quelque chose
de plausible, mais quelque chose d'instable. Pourquoi instable? Les réalités du marché, comme vous le connaissez tous, au Mali ici, malheureusement, la chaîne de valeur n'est pas maîtrisée. La chaîne de valeur n'étant pas maîtrisée, le prix du maïs, il peut quitter 14 000 francs pour se retrouver à 22 500. Quand cela arrive, les petits producteurs ne parviennent pas à continuer à produire. S'ils ne continuent pas à produire, qu'est-ce qui arrive? Les grands, ils se taillent tout le marché. Et quand ils se taillent tout le marché, l'offre et la demande fait que les prix, ils flambent. Quand il y a hausse de prix, nous, on ne peut pas avoir à l'acquisition le poulet à un certain prix et pouvoir faire la découpe correctement. Parce que la découpe correctement, il te faut la faire avec une certaine taille de poulet. Quand le poulet n'a pas atteint une certaine taille, si tu fais la découpe, tu perds. Parce que le blanc de poulet, il faut qu'il atteigne une certaine masse. Et quand il atteint cette masse, pendant que vous êtes en période de crise, d'achat de matières premières, tu ne parviens pas à continuer à donner ce service-là. Et pour pouvoir stabiliser cette chaîne de valeur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut obligatoirement que les différents acteurs puissent comprendre qu'ils doivent essayer d'aller vers une disciplinarisation. C'est-à-dire que le producteur de maïs, qu'il soit non seulement suivi, coaché, mais protégé, pour que lui, il sache que si lui, il foire, c'est toute la chaîne qui prend un coup. Et que l'État aussi sache cela, que l'APECAM sache cela. Donc, le producteur de maïs, il fait partie de nos patrons. C'est-à-dire, il est notre premier patron. Qui ne se rappelle pas de la crise d'alvéole que nous avons vécue durant la période de Covid? Durant la période de Covid, l'alvéole, c'était devenu de l'or un moment. Et on a vu à quel point ce produit auquel on a accès de manière très facile est très important pour la chaîne de valeur. Parce que quand il n'y avait pas eu de carton assez suffisant venant des ports de Dakar, d'Abidjan et tout, qu'est-ce qui est arrivé? Les producteurs d'alvéole ne parvenaient pas à avoir leur matière première. Et eux ne parvenaient pas à produire l'alvéole comme il le faut. Le marché a été saturé. Qu'est-ce qui est arrivé? Les producteurs d'eux ne sont pas parvenus à écouler leur stock parce qu'ils ne parviennent pas à le prendre du champ pour le ramener en ville. Et nous autres qui rachetons les œufs avec eux, souvent on a eu à racheter des œufs qui ont duré trop sur le marché, dans le poulailler. Et quand ces œufs ont duré dans le poulailler, sont revenus vers nous, on les a produits, on les a donnés au supermarché et bouffe. Directement, ça a commencé à faire des œufs pourris. Quand ça a fait ces œufs pourris, la population a suivi. Quand la population sent, ça en parle. Quand ça en parle, c'est toute la filière qui est touchée. Donc, je veux vous dire que le petit acteur que l'on néglige, le petit acteur, le producteur de soja que l'on néglige, souvent, à cause d'une défaillance venant de lui, toute la chaîne peut être touchée. Et tout le monde y prend un coup. Donc, nous, on a organisé ce concours-là au niveau d'Oulouma en nous disant que c'est une première, mais on va essayer de rassembler les gens. Les différents acteurs peuvent échanger. Ça va nous permettre de savoir déjà quel est le poids de chaque métier. Et par rapport au poids de chaque métier, ça va nous permettre ensemble d'émettre des besoins vers le département de tutelle, le ministère de l'élevage, et vers les partenaires techniques qui sont là. Par exemple, la Banque mondiale avec le projet PADEL, ils sont là en train de patiner, ils ne savent pas qui aider, comment les aider, et même pourquoi les aider. Parce qu'il n'y a pas de disciplinarisation. Personne ne parvient dans le domaine de l'agriculture à donner une explication correcte sur, par exemple, moi je vous donne combien d'élevages il y a au Mali de poules. Personne ne peut donner un nombre. À chaque fois des estimations. Combien d'acteurs il y a dans le domaine des pintades? Personne ne peut donner une estimation. Mais comment est-ce qu'on va aider une filière sans qu'il y ait des statistiques fiables, sans qu'il y ait des gens qui se tiennent la main et qui se disent, ah, essayons de faire quelque chose pour développer cette filière, pour développer cette partie de la chose. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on a fait ce Master Think. Et je pense que pour une première, nous sommes arrivés à joindre beaucoup de personnes. Et les engouements que nous avons mis, je pense, ont été compris par une grande partie des inscrits. Et j'espère surtout maintenant que ça va impulser cette grande volonté que nous avons de pouvoir organiser la filière et la rendre stable.
La rendre stable, je vais terminer par cette partie, la rendre stable parce que il faut comprendre que si nous faillissons à nous organiser nous-mêmes, le marché mondial ne va pas faillir. Ils vont nous pousser à nous organiser. Et quand eux, ils nous poussent à nous organiser, en venant investir dans nos pays, dans nos petits marchés, sachez que nous pousser à nous organiser, c'est-à-dire, c'est nous pousser vers la porte de sortie, tranquillement. Bouna l'a dit, c'est une entreprise française qui a développé des souches de pentate. Et aujourd'hui, la France est premier producteur d'un produit qui est né en Afrique. Même si ce n'est pas né en Afrique, c'est nous qui en sommes en quelque sorte le parrain. De la même manière que la Chine est devenue premier producteur d'Atchéké. Donc, il faut comprendre que le reste du monde n'est pas comme si ils sont dans un village lointain. Non, pas du tout. On est tous proches et on se voit. Donc, si quelqu'un parvient à avoir un certain potentiel dans notre marché de l'aviculture ici en Afrique de l'Ouest, il va venir mettre des milliards dedans. Et s'il y met des milliards, lequel d'entre nous va subsister? Aujourd'hui, nous sommes Oulouma, on a 6 ans d'expérience, on a ceci, cela. Nous avons une seule boutique. Imaginez-vous un acteur américain ou un acteur brésilien ou un acteur français vient et s'implante. Quand il s'implante, il met par exemple 20 boutiques dans chaque ville. Et il parvient à proposer par exemple la cuisse pendant que nous sommes à 2500 le kilo, il la propose pendant 2 ans à 1500 le kilo. Comment est-ce que moi je vais survivre? Je ne vais pas survivre. Donc, le marché, à travers ses lois draconiennes, à travers ses lois sans faille, aura eu raison de nous et va nous pousser vers l'organisation. Donc, soit on s'organise ensemble, soit on croule tous ensemble. Voilà, c'est la seule solution. Voilà l'une des motivations principales qui nous a poussé à organiser ce concours. J'espère que nous allons arriver à bon port. Je vais laisser la parole à Bouna et j'espère que vous avez beaucoup compris de mes explications. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Ah, ok, merci. Je crois que c'est bien compris. Merci. Félicitations, hein, du courage. Merci beaucoup. Je pense que Bouna, il a un petit souci de connexion. Il va revenir tout de suite. Ok, avant l'arrivée de Bouna, M. Bouna, je pourrais vous demander, Moussa, pourquoi ne pas ouvrir plusieurs boutiques dans les différents quartiers du les différents quartiers précisément à Bamako? Pourquoi ne pas ouvrir des différentes boutiques au nom des roulements production de tous les marchés? Pourquoi? Je pense que tu connais la réponse à ta question, mais on va te laisser continuer à la poser. La raison principale, bien sûr, c'est la raison financière. Pour ouvrir une nouvelle boutique, ça a besoin de beaucoup de détails, beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Il y a le personnel, il y a l'assurance, surtout l'assurance de la matière première. Si tu n'as pas la matière première de manière continuelle à un certain prix, tu ne peux pas te lancer. Si tu te lances, c'est pour aller te bloquer. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la matière première, ce n'est pas une assurance pour nous. Parce que durant une partie de l'année, tu parviens à l'avoir. Et durant une autre partie de l'année, tu l'as très difficilement. Tu l'as, mais à des prix qui ne te permettent pas de les revendre. Donc, si tu ouvres une boutique, il te faut faire une budgétisation. Et lors de cette budgétisation-là, il faut vendre une certaine quantité. Et si cette quantité, tu sais que tu ne parviendras pas à la trouver, alors il te faudra mettre en place un réseau d'achat qui te sera personnel, un réseau de producteurs, c'est-à-dire surtout, qui vont produire pour toi et dont tu vas assurer la production, même quand ils ont des problèmes. Et aujourd'hui, Ouluma n'a pas la capacité de mettre en place ce réseau-là. Notre réseau, c'est environ 40 producteurs. Et même malgré qu'on a un réseau de 40 producteurs, on a des difficultés à s'approvisionner.
parce qu'on a certains de nos clients qui nous demandent de très, très grandes quantités, surtout les mines, les centrales d'achat. Et là, c'est compliqué. Oui, oui, effectivement, surtout avec le prix de l'alimentation, souvent le prix des matières premières, pour nous, souvent, c'est difficile à exploiter parce que le prix change bizarrement d'un. Par exemple, regarde le Exactement. maïs. Le Le maïs maïs qui était aujourd'hui, à il est à 22 500, non? oui, 25 000 même, 24 000, 25 000. 25 000. Tu as vu? Voilà. Alors qu'il était à 14 000, n'est-ce pas? 13 000. 13 000. C'est ça. Donc, de 13 000, quand tu te retrouves à 25 000, alors que le maïs représente 60% des apports, n'est-ce pas? De l'alimentation. De l'alimentation. Donc, c'est à cause de ces raisons-là. Aujourd'hui, ouvrir une dizaine de boutiques, c'est envisageable. Peut-être que nous, on peut ouvrir une dizaine de boutiques. Mais si cette dizaine de boutiques doit faire annuellement, chacune, un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA, et que moi, je ne parvienne pas à avoir la matière première pour assurer ces 50 millions de francs CFA, ça va être une opération à l'aveuglette, comme on a l'habitude de le faire, malheureusement, en Afrique. À cause de cela, on est en train d'aller doucement, en essayant surtout d'organiser la filière. Et voilà l'une des activités qu'on est en train de mener pour organiser la filière. Moi-même, en tant que producteur, souvent, j'ai des difficultés parce que souvent, en plein élevage, tu trouveras que tu as acheté des maïs, des matières premières sur un prix. Souvent, ça s'élève et ça se trouve en plein élevage. Tu es obligé d'acheter parce que quand on regarde l'élevage, c'est obligé de faire. Tu ne peux pas, depuis que tu faire une barrière en étant en élevage. Non. Parce que c'est quelque chose, quand on commence, on est obligé de finir. De le faire. Il faut le faire obligatoirement. C'est ouvert. Mais souvent, sur le marché, tu viens avec des poulets. Sur le marché, souvent, tu vas voir que le prix est pas attractif, comme vous l'avez dit bien dit. Donc, c'est une très difficulté. Effectivement, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on est obligé de le faire. Voilà, on est obligé d'essayer d'organiser. Tant qu'on n'organise pas, tant qu'on est dans cela, un jour, une entreprise brésilienne va venir et va faire un investissement. Juste un petit investissement de 5 milliards, ça peut tous nous mettre à la porte. Un petit investissement de 5 milliards dans le domaine de la transformation. Donc, si nous, ensemble, jusqu'à présent, on ne parvient pas à comprendre cela, c'est très grave. Par exemple, regarde, les Chinois, comment les Chinois ont commencé à exploiter les poissons. Ils sont venus avec des centaines de conteneurs de poissons pour présenter les prix de poissons. Alors, donc, moi, je suis de retour. Hein. C'est ce que je dis, il faut continuer, Bouna. D'accord. Donc, là, le topic suivant, c'est concernant les pigeons. D'accord. Donc là, les pigeons, je crois que tout le monde connaît au moins les pigeons. Il y a plusieurs races de pigeons. On a nos pigeons locaux qu'on voit beaucoup plus. Il y a aussi à côté les pigeons de race. On a là qui constituent un autre secteur qui sont les pigeons d'ornement. Et là, comme je le disais la dernière fois, il y a des gens qui ont abandonné la fonction publique pour s'investir dans les pigeons. Là, ils gagnent pas mal. Par exemple, j'ai un ami qui est à Nyamana. Avant, il faisait des pigeons queue de pain, des pigeons avec des queues en éventail. Et pratiquement chaque semaine, il avait au moins 400 000 francs avec les pigeons. Et là, c'est un oiseau qui ne consomme pas beaucoup, qui n'est pas très exigeant aussi côté suivi et tout. Il est résistant. Et par exemple, je vois beaucoup d'entre nous ont fait plus à élever des pigeons de race locale dans l'enfance. On commence généralement toujours par les pigeons. Et là, c'est une filière aussi
il y a une très grande consommation de pigeons ici en ville. Moi, en tant que producteur de cages, je dirais même que c'est mon premier concurrent. Ce n'est pas une concurrence parce que j'essaie de faire de cette concurrence aussi une opportunité. Et là, j'incite aussi les gens à se lancer dans ça. On peut être producteur de pigeons sur le toit de sa maison, on peut être producteur de pigeons derrière la maison. On peut acheter une dizaine, une vingtaine de couples, on les nourrit, peut-être juste le matin, on leur donne un peu de mil, un peu de maïs, puis le reste de la journée, ils se promènent et ils se nourrissent eux-mêmes. Et là, avec ces pigeons, en moyenne, chaque couple peut peut-être produire un pigeon par mois. Et là, ça vous fait en moyenne entre 750 et 1000 francs chaque mois par couple de pigeons. Et là, quand vous multipliez ce nombre par 10, 100 000, voire 10 000, c'est là maintenant que vous avez un business réel. Là, c'est surtout vers ça que les gens doivent aller. On doit essayer de voir les choses à grande échelle, avoir vraiment de l'ambition. Ne pas seulement se limiter à une petite quantité. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse les choses en grand. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait, ce n'est pas avec de gros moyens, mais avec ce qu'on a, progressivement, avec ce qu'on gagne, on réinvestit petit à petit. Là, finalement, on a une industrie dans cette chose-là. J'ai vu des fermes sur Internet dans des recherches parce que quand je lance ce genre de projet, je fais des recherches, je vois en Europe, en Asie, comment ils font, les types quel matériel ils utilisent, quelles sont les techniques qu'ils ont, quelles sont les races qu'ils utilisent, voir vraiment des petits détails que je peux avoir pour apporter un plus à mon élevage ici. Je le fais tout le temps, je regarde des vidéos sur YouTube et ça me donne plein d'idées. Là, on fait des cages, comment faire des cages, comment faire des pigeonniers, comment essayer de faire des rotations pour avoir des pigeons tout le temps. Ça, c'est technique, on essaie d'approcher les professionnels pour avoir ça. Mais tout ce que le plus important, c'est vraiment de faire les choses en grand, faire les choses en grand. Vraiment, essayer de se concentrer, d'être professionnel, c'est vraiment tout ce qu'on demande. Et là, le pigeon, on peut avoir le million dans le pigeon. Déjà avec 1000 couples, 1000 pigeonneaux par mois. Déjà, quand on dit pigeonneaux aussi, c'est un truc aussi à souligner. D'habitude, quand on va sur le marché, ils vendent des pigeons à 1000 francs généralement qui viennent de la brousse. Là, il n'y a pas de tri. Ce sont des pigeons peut-être qui ont 5 ans, 10 ans. Souvent, en les préparant, la viande est tellement dure, c'est compliqué. Il n'y a plus de saveur souvent. Alors que quand quelqu'un qui devient professionnel dans ça, pour quelqu'un qui a peut-être 100 couples, les 100 couples, ils sont là, je ne touche pas. On ne les vend pas, on ne les mange pas. Les 100 couples, leur rôle, c'est juste de se reproduire. Maintenant, quand ces couples se reproduisent, les pigeonneaux qui produisent, quand ces pigeonneaux, parce que déjà le premier mois, donc pendant ça, on ne touche pas. Mais à partir de 35 jours, déjà il commence à descendre du nid pour se nourrir lui-même. C'est à ce moment donné maintenant qu'on le prend. Lui, il est considéré comme un produit fini maintenant. Celui-là, on peut l'égorger et l'amener au consommateur. Et quand votre client goûte un pigeon comme ça, non, il ne va plus acheter un pigeon au marché. Parce que là, c'est de la chair tendre et de la chair de très bonne qualité. En Europe, le pigeonneau, c'est vraiment un truc très spécial. Ce sont des plans de fête. Donc, ce sont des trucs qu'on peut développer. De petites idées comme ça, c'est là que vient le professionnalisme. On le fait en grande quantité. On a le produit régulièrement. Pour ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, nous, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que il y a un marché de libre-échange entre l'Europe et simple, l'exposer sur les pigeons. Et ceux qui sont intéressés. Avez-vous des questions? Je voulais ajouter juste quelque chose à ce que tu dis. Entre l'Europe et nous, il y a un marché de libre-échange. Et dans ce marché de libre-échange, de la même manière qu'eux, ils ont la possibilité de venir nous vendre leurs produits, nous aussi, on a la possibilité d'aller vendre leurs produits que l'on produit ici. Donc, si on parvient à faire quelque chose de sérieux,
si on parvient à se donner la main de manière correcte, à développer quelques filières qui sont très, très, très convoitées là-bas. On a parlé de foie gras, par exemple. Ici, on s'en fout de foie gras. Mais chez eux, c'est quelque chose qui est très prisé. Donc, si on parvient à faire la part des choses et à comprendre que nous partageons le petit gâteau malien ou ouest-africain, c'est pas ça l'objectif. C'est plutôt d'essayer d'étendre nos mains plus loin que là où nous sommes pour pouvoir manger un peu du gâteau d'ailleurs. On parviendra à prendre un pas en avant dans ces filières comme ça, par exemple. Exactement, frère. Comme tu l'as dit, toujours voir plus loin. C'est vraiment ça la devise de la réussite. Donc, y a-t-il des questions? Puis donc tout ça, il y a combien de personnes qui nous écoutent là actuellement? Je sens que le grain n'est pas très bien animé. Si, on est là, on vous écoute. Hein. D'accord, ok. Madame Aminata, oui. Vous, en tout cas, vous êtes là. Comme ta Alors, ferme donc, s'appelle, comme ta ferme s'appelle la ferme Aminata, c'est pourquoi elle t'écoute beaucoup. ah oui, mais c'est sûr, c'est ça. Ça, c'est Pas, même pas. Je suis allée. Sa grand-mère était une merveilleuse personne, je l'ai connue. Paix à son âme. ma grand-mère. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions Ici, personne ne mange de pigeon ou pas? Vraiment, par exemple, moi, personnellement, je ne sais même pas ça fait combien d'années que je n'ai pas mangé de pigeon. Mais alors, je pense que je vais essayer. Après ce que tu as dit là. Ah, je te dis, que je vais essayer. Mais toi, à chaque fois quand tu expliques une nouvelle filière là, tu as expliqué les cailles, tu as dit que les gens ne vont plus acheter de poulet. Tu as expliqué les pigeons, tu dis que les gens ne vont plus acheter de poulet. Si les gens n'achètent pas de poulet, c'est pas bon pour nous. Comme tu as dit. Non, ça, on va se compléter. Il faut faire un programme hebdomadaire. C'est-à-dire, lundi, tu manges de la caille. Ok. Mardi, tu prends les cuisses de poulet de chez Oulouma. Ok. Mercredi, il faut manger du pigeon. Ok. Bon, jeudi, c'est du poisson fumé de chez quelqu'un d'autre. Ok. D'accord. Donc, comme ça, ça marche. Ainsi de suite. Ah, voilà. Chacun va manger. C'est de nous dire que si on goûte ça, on ne va plus manger le poulet. Je dis, si on laisse les gens goûter à ça. Non, mais ce que je vous dis, il y a tellement de bonnes choses ici dans le pays, mais les gens ne connaissent pas. Bon, je ne sais pas pour les autres pays. Banche. Oui. Je n'ai pas compris la question. Je ne sais pas le cas des autres pays, mais au Mali actuellement, l'élevage des pigeons n'est pas trop admiré par la population. Non, bon, ça dépend. Les pigeons qu'on consomme ici viennent surtout de la brousse. Généralement. Oui, généralement, les zones de Versegaso, Versego, c'est de là-bas que viennent beaucoup de pigeons. Tous les marchés sont ravitaillés pratiquement par les villageois. Et parce que quand on ici en zone urbaine. Allez. Oui. Au 2005. Donc, effectivement. Oui, c'est vrai. On aime quelque chose qui est assez grand. Non, c'est vrai, mais c'est toujours un marché qui est là. Il y a des gens qui gagnent des millions. Bon, il y a d'autres aussi qui font les pigeons d'ornement. Par exemple, souvent, imagine, les pigeons d'ornement, ça se vend partout. On a des clients qui viennent du Burkina, de la Guinée, du Nigeria, du Niger, ou d'autres encore, du Sénégal, tout. Il y a un commerce vraiment, toute la sous-région est alimentée par ces pigeons d'ornement-là. Et souvent, ils viennent, ils investissent des dizaines de millions. Et là, il y a quand même un réseau par rapport à ça, il faut être dedans. Des pigeons qui sont peut-être vendus à 300 000, 500 000, 800 000 francs le couple. Oui, mais actuellement, moi, je suis sur réseau là, mais c'est pas beaucoup. Hein? Je suis même sur un groupe
là où on vend les pigeons à 400, 500 000. Voilà, c'est ça. Et puis, l'élevage à domicile. Voilà, mais c'est Je quelque vois. chose aussi dans lequel on peut gagner. Il y a de la demande. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un ami. Je vois Aminata est déjà en train de prendre sa calculatrice. Faire les calculs. Voilà, c'est ça. 300 000, 400 000. Imagine déjà, moi, j'ai un ami. Si je veux des pigeons mondains de couleur blanche, il faut peut-être aller déposer 1 million, 2 millions chez lui et attendre 3 mois avant d'avoir des pigeons. Parce que finalement, c'est un truc, même si tu as de l'argent cash, c'est pas facile d'avoir des sujets. Il faut peut-être précommander. Imagine ça, ça veut dire qu'il y a un besoin. C'est quelque chose qui... Il faut peut-être avoir un couple, 2, 3 couples à la maison et puis essayer de se professionnaliser dans ça. Pendant longtemps, en quelques mois, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais ce sont des trucs qu'il faut aimer, quoi. Ça, il faut être vraiment passionné. Parce qu'il faut être à côté de... Souvent, je connais des gens, ils n'ont même pas de télé. Quand ils viennent du boulot seulement, ils vont dans leur pigeonnier et puis ils s'asseyent, ils regardent les pigeons et ça les suffit. Moi-même, c'est comme ça. Souvent, quand je m'assois et puis que je les regarde, ça fait passer, c'est mieux que la télé pour moi. Ça, il y a une passion aussi derrière la chose. Une télé aussi. Ok, c'est compris. Donc, M. Moussa, je crois qu'on va essayer de monter un projet sur la transformation du pigeon au matin. Il faudra que les Maliens deviennent comme les Chinois. Ah, mais c'est ça, il faut monter des projets, on va manger. Ça va être compliqué. Je me rappelle la dernière fois, il y a un client qui me demandait des cuisses. Hein? Cuisses de quoi, non? Il y a une cliente qui me demandait des cuisses, soit de pintade, soit de canard ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on ne transforme pas dans le pays là, quoi. Exactement. Comment est-ce que je vais te vendre ça? Et qu'est-ce que je vais faire du reste? Non, effectivement, il y a une réalité aussi par rapport à ça, mais c'est avec la surproduction maintenant que viendra la transformation. Ça va venir. Oui, ça va venir. Donc, sinon, par exemple, les pigeons, on peut aller vers du pigeon fumé, du pigeon braisé, du pigeon pané. Imaginez si Burger King nous offre des cailles bien panées ou des pigeons bien panés. Ça fait l'affaire. On ne peut pas manger que des poulets. Tous ces problèmes-là sont posés par, comme Leslie le dit, en Bambara, tout n'a pas manger à sa faim. Donc, les gens ont beaucoup de choses à manger. Dans les autres pays comme Chine, Japon, autres, là, ça ne les suffit même pas. Donc, essayez de transformer n'importe quoi, n'importe quel aliment, n'importe quel genre de race d'animaux pour manger. Donc, j'espère que c'est un peu compris par rapport aux pigeons. Et s'il y a des questions ou des gens qui veulent se lancer dans les pigeons aussi, allez-y. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au dindon. Alors, donc, on passe au dindon. J'étais en train d'essayer de voir avec le docteur Sambine s'il peut nous rejoindre. Mais je pense qu'il ne sera pas disponible. Pour ça, je n'ai pas compris. Ça vient de chez des Je voyais voisins. avec docteur. Je voyais avec docteur Sambine s'il pouvait nous rejoindre. Donc, je pense qu'on va abréger. Si lui nous avait rejoint, il allait parler un peu de la partie application.
Côté équipement et santé animale, malheureusement, nous n'avons pas les spécialistes avec nous. On ne va pas s'aventurer à essayer de vous raconter du n'importe quoi. On va leur demander plutôt de faire un petit diapo, Inch'Allah, et on va partager ça sur le groupe. Donc, Bouna, spécialement à toi et tous les autres participants, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette 3e édition du coaching pré-concours. Donc là, nous sommes sur la dernière ligne droite. Je vais juste évoquer quelques petits points qui étaient déjà en plan, mais qui avaient été demandés aussi par notre ami. Alors, le premier point, c'est que le concours il va se faire de manière digitale. Il va se faire en ligne. Chacun pourra y participer à partir de son téléphone, de sa tablette ou de son PC, dans sa chambre. Le concours, il va commencer à 16h et finira à exactement 16h40. Vous aurez 40 minutes pour répondre à 60 questions. Chaque personne va devoir choisir 3 filières. Et ces 3 filières vont venir avec 20 questions chacune. Quand ces 3 filières vous viendront avec 20 questions chacune, vous aurez 60 questions et 40 minutes. Il y avait quelqu'un qui posait la question A, et si quelqu'un essaye de tricher, c'est-à-dire en faisant des recherches ou bien en étant avec quelqu'un qui est un spécialiste ou quelque chose comme ça, je vous dis quelque chose de très simple. Si tu as 40 minutes pour répondre à 60 questions, tu n'as pas le temps de poser une question à quelqu'un. C'est soit tu connais la réponse à la question en lisant d'un œil, d'un coup d'œil, soit tu ne connais pas la réponse. Si tu connais, tu vas pouvoir répondre. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas pouvoir répondre. Tu peux faire le tâtonnement, mais tu ne vas pas pouvoir répondre. Maintenant, les fraudes, dans un truc digital en ligne, Internet c'est ouvert pour tout le monde. Quand vous parlez de fraude, il faut voir dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on n'a pas fermé Internet pour une personne alpha, elle est ouverte pour la personne bêta aussi. Donc, tout le monde a accès aux mêmes droits. Si, par exemple, M. Marico décide de se faire accompagner par un spécialiste des 3 filières et que les questions, quand les questions lui viennent, qu'il parvienne à répondre, M. Dico, de l'autre côté aussi, a la possibilité de faire. On ne l'interdit pas. À la base, c'est pas ça l'objectif. Mais si quelqu'un veut faire cela, c'est un concours en ligne, ça va être compliqué que l'on l'interdise. Mais le temps de réponse que l'on a donné, ça va être très très dur que tu puisses travailler avec quelqu'un. Donc ça, c'est le 2e point. Le 3e point, après le 2, directement, après 16 heures, chacun va recevoir les réponses, le cumul des réponses qu'il a données. Et on va publier les réponses correctes. Donc tout le monde verra sa note. Tout le monde aura la largesse de pouvoir calculer sa note. Et en calculant vos notes, vous allez voir que directement, le système il n'a pas menti. La note que vous aurez eue, c'est la note que vous aurez eue parce que c'est des QCM. C'est pas comme si l'appréciation du correcteur a un rôle à jouer dedans. Maintenant, plus de questions sur l'agriculture, il y aura des questions sur la culture générale. Et maintenant, en cas d'ex-aequo, il y a une possibilité qu'il y ait des ex-aequo. On aura un examen beaucoup plus poussé qui se fera directement, ça suivra les jours qui viennent avant la remise des prix pour pouvoir déterminer le 1er, 2e et 3e. Comme ça, on pourra déterminer parce que ça sera des questions beaucoup plus compliquées. 4e point, le jury. Le jury, il est composé de 10 personnes. 5 aviculteurs et 5 vétérinaires. Les noms seront divulgués, pas tout de suite. Mais on va vous donner les noms de tout le monde. Moi, je fais partie du jury en tant qu'organisateur. Aucun membre de ma famille, aucun membre de mon entreprise ne participe au concours. Pour essayer de dissiper toutes sortes de susceptibilités quelconque qui peut naître de ma position. Ensuite, les questions seront choisies bien sûr par ces membres du jury et les réponses aussi seront fournies par ces mêmes personnes.
Là, et ces mêmes personnes-là seront, Inch'Allah, accessibles à tout le monde pour un souci de transparence. On partagera le nom de tout le monde, tous les membres du jury, les 10 personnes, Inch'Allah. Et vous aurez la largesse de voir comment est-ce que ces questions ont été choisies et en combien de temps, surtout le temps. Jusqu'à présent, par exemple, là, tout de suite, il est 23h20, on est à 2 jours du concours. Les questions ne sont pas encore choisies. Ni moi, je ne les connais, ni qui que ce soit. Autre. On ne connaît pas les réponses, ni les questions. Donc, ça va être choisi dans un timing très court pour éviter les fuites. Et les gens vont participer de cette manière-là. Maintenant, le 7 octobre, il y aura la remise des prix. Et la remise des prix, ça sera une remise assez médiatisée, Inch'Allah, selon nos espérances, avec des médias nationaux et normalement internationaux. On a déjà commencé à faire appel. J'ai contacté déjà quelques organes de médias à cet effet-là. Donc, quoi d'autre? Il y avait non, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas touché, faites-moi ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je voulais savoir la date du concours là, online, c'est quand exactement? C'est le 2 octobre, madame. Le 2, bah parce que en fait, c'est pas précisé. Hein. Moi, j'ai vu le 7, je me suis dit, ah bah le 7, c'est bon. Et, Le 7, c'est la remise de prix. Ouais, mais sur le flyer, c'est pas précisé. Moi, quand j'avais posé des questions, on m'avait dit que c'était trop de questions. Sur le flyer, alors qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose. Effectivement, sur le flyer, c'est pas précisé. Mais on en avait parlé. Surtout à la conférence de presse. Et samedi, hein. Le 2 octobre. Le samedi. Ouais, je note. Ok, merci beaucoup. Hein. Le samedi à 16h. Ouais, ok, super. Voilà, il y a un dernier point que je devais mentionner. Après le concours, les lauréats et le reste des membres qui n'ont pas participé et qui voudront rejoindre seront conviés à une série de 15 visites. 15 visites, dont 5 seront avec les structures étatiques affiliées au domaine de l'agriculture, à savoir le ministère, les chambres d'industrie, les chambres d'artisanat, les chambres de commerce. Ensuite, il y aura 5 entreprises, 5 grandes entreprises du domaine de l'agriculture auxquelles on rendra visite. Et on aura des rencontres avec 5 gros investisseurs ou organes d'investissement ici au Mali, ensemble. Donc, ces 15 visites-là seront organisées par Ourouma Industrie et j'espère qu'elles seront très fructueuses pour tout un chacun, pour ceux qui gagneront ou pas le concours. Et directement après le concours, on compte pouvoir profiter de ce rassemblement pour poser notre premier pas vers l'Institut de formation sur les métiers de l'agriculture. Et c'est un grand objectif à nous. J'espère que dans la réalisation, nous vous trouverons tous actifs et participants. Et pourquoi pas actionnaires plus tard. Sincères excuses. Nous présentons vraiment nos sincères excuses à tout le monde et on espère que c'était une première édition. On se retrouvera des années durant pour les éditions à venir et qu'on pourra profiter de ces moments et de ces instants-là pour aider les jeunes ou les novices à prendre le pas dans cette filière-là qui est très intéressante. Vous avez eu l'occasion de découvrir cela. Je vous remercie encore et bonne soirée à tout le monde.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde.